Une de mes filles, quand elle est rentrée en petite section, elles étaient 31 par classe. Les personnels absents ne sont pas remplacés quasiment jamais, en fait. Et cette perte du sens, je pense qu'elle pèse vraiment sur le moral de la profession. Il faut mener une bataille de l'opinion pour que la question de l'école soit vraiment au cœur des préoccupations politiques. Bonjour tout le monde, je suis Damien Maudet. Je viens présenter cette nouvelle émission Radio Debout, notre émission mensuelle sur la chaîne Picardie Debout. Je me souviens de ma toute première manifestation, c'était en bas de la cité administrative de Tulle, en Corrèze, entre 2005 et 2010. À l'époque, j'étais venu soutenir mes anciens camarades de classe, mes anciennes institutrices, parce qu'elles venaient se battre contre la suppression d'un poste dans l'école de mon village et contre la création d'une classe avec 6 niveaux. Finalement, le rectorat avait fini par gagner et l'école, quelques années plus tard, a fini par fermer, comme l'épicerie qui l'alimentait et comme peut-être même l'entièreté du bourg. Ces drames que l'on connaît dans des villages où des écoles ferment se poursuivent, mais ils ne touchent même pas que les villages aujourd'hui. On retrouve ces histoires dans des centres-villes parfois même dans des quartiers populaires qui sont impactés par des fermetures de classes ou voire par des fermetures d'écoles. Si on entend chaque jour pourtant les ministres qui se plaignent du niveau de l'éducation, il semblerait que les fautifs ne soient pas très loin de leur ministère. L'éducation nationale est l'un des premiers ministères qui est touché par les coupes budgétaires. En 40 ans, 17 000 écoles ont été fermées. Entre le premier et le second degré, on peine à recruter. 3 000 postes n'ont pas trouvé preneur. Et partout en France, on a des établissements qui sont dans des états déplorables avec des souris, des cafards, de l'amiante. Gabriel Attal avait récemment annoncé que l'école était une priorité absolue. Et malgré cela, pourtant, Bruno Le Maire est venu et a annoncé par décret 10 milliards d'euros d'économies, dont 700 millions pour l'éducation, dont 500 millions pour les personnels, à savoir donc presque l'équivalent de la suppression de 54 collèges. Mais dans tout cela, certains se battent pour préserver l'éducation de nos enfants, pour préserver la santé de toutes celles et ceux qui travaillent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et on va les recevoir aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, un premier entretien avec Maxime Lenné, qui est député de la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Bonjour Maxime. Bonjour Damien. Donc, comme moi, tu es député du groupe La France Insoumise. Avant d'être député, tu étais instit. Et tu m'as dit que tu avais monté un collectif qui s'appelle toujours, peut-être qu'il existe encore, Shell en colère contre la fermeture de classe. Il paraît même que tu as gagné des choses. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Ouais, c'était en 2019. Alors, il se trouve que j'ai été 15 ans instit, dont 7 ans brigade pour les enfants du voyage. Donc là, je circulais dans le département de Seine-et-Marne pour aider ce qu'on appelle des enfants du voyage. Si on se souvient, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait toute une carte des ZEP qui avait été revue. Et pour trouver 13 ZEP dans le 93, il a fallu en fermer 13 dans mon département. Et donc, je me suis battu avec les écoles dans lesquelles je travaillais et le collège en question. Donc ça, c'était 2014. Et en 2019, il se trouve qu'il y a eu une espèce de convergence d'éléments où il y avait 10 fermetures de prononcées dans les écoles de Shell pour la rentrée suivante. Il y avait des dotations horaires globales qui diminuaient pour les collèges. Et donc, je raconte ça parce qu'en fait, on convoque une AG pour une assemblée générale pour même pas une semaine plus tard. On réserve un hall d'une école de Shell et on est tout de suite 80 et on rassemble des profs et des parents d'élèves de la maternelle au lycée. Donc, la sauce, elle a pris tout de suite. Il y avait des journalistes qui étaient là, donc on a eu tout de suite une couverture presse qui fait que la semaine suivante, à l'AG suivante, on est passé de 80 à plus de 100 personnes. Et voilà, donc on a monté plein d'actions pour se défendre sur ces 3 mots d'ordre et ces 3 niveaux, quoi, contre les fermetures de classes dans le premier degré, la baisse des dotations horaires dans les collèges et la réforme du bac et du lycée au lycée. Et vous avez gagné certaines choses? Alors on a gagné, comme ça ne vous aura pas échappé, quand je dis vous, c'est toi et les gens qui nous écoutent, la réforme du bac et du lycée, elle est quand même passée. Mais il se trouve que ouais, sur les écoles, les fermetures de classes, alors la plupart des fermetures qui avaient été annoncées ont eu lieu, mais sur la rentrée suivante, à l'inverse, on a eu des fermetures et des ouvertures, mais un bilan positif en fait. Donc je pense que voilà, de toute façon, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance, donc il faut toujours y aller. La preuve. Et maintenant tu es député et tu as interpellé Pape Ndiaye, qui est notre ancien ministre de l'Éducation. Donc c'est ancien ministre de l'Éducation, parce que ça tourne beaucoup. Il semble que ce soit un métier en tension, ministre de l'Éducation. Et tu l'avais interpellé sur le pacte enseignant. J'avais consacré une question au gouvernement sur la question du pacte. Et là, j'ai pu en 2 minutes redire pourquoi c'était pas possible d'aller faire du soutien dans les collèges entre midi et 2 quand on était instit. Et il se trouve que cette vidéo a très bien fonctionné parce qu'en fait, tous les collègues enseignants
se sont reconnus là-dedans. Monsieur le ministre, chers collègues, le pacte que vous proposez aux professeurs des écoles, c'est de travailler encore plus pour gagner 3 fois rien. Dans le primaire, les enseignants sont déjà acculés au travailler plus pour gagner plus. Malgré ces semaines chargées, de nombreux et nombreuses professeurs des écoles font déjà des heures sup. L'étude le soir, la cantine le midi, du temps en moins pour sa classe ou pour soi, de la fatigue en plus. Alors je me demande bien sur quel créneau ils et elles vont pouvoir aller faire 1 heure de soutien au collège. Ne craignez-vous pas que votre pacte se termine en travailler plus pour craquer plus? C'est ce que semble indiquer l'occupation de votre ministère en ce moment même par des enseignants. Mais est-ce que, Maxime, tu peux nous expliquer ce que c'est que le pacte? Le pacte, en fait, c'était la nouvelle trouvaille de la Macronie pour refuser d'augmenter, comme ça avait été promis, pour le coup, par Macron dans sa dernière campagne présidentielle, tous les enseignants, et notamment dégeler le point d'indice. Et on l'a déjà un petit peu dit, mais il y avait une forme de travailler plus pour gagner plus. Donc il fallait que les enseignants acceptent des missions supplémentaires. J'ai parlé du soutien au collège, mais il y avait d'autres choses. D'ailleurs, des missions que souvent, en fait, les enseignants font déjà. En gros, ça sous-entendait que les profs, on veut bien les augmenter, mais par contre, bon, il faut qu'en échange, ils se bougent un peu. Sous-entendu, ils ne se bougeaient pas, quoi. Tout à fait, tu as tout compris. Et le résultat, c'est que ça n'a pas marché. Et le résultat, c'est que le pacte, ça ne marche pas très bien. On peine à trouver des volontaires. Il y a à peine 30% des enseignants qui sont volontaires. En fait, ça a été vendu pour des raisons pédagogiques. Mais pour l'instant, la vertu pédagogique de tout ça, on l'attend, quoi. Merci beaucoup, Maxime. On va passer à la deuxième partie de l'émission, à savoir comprendre les raisons de la colère aujourd'hui dans l'éducation nationale. Donc, avec nous en plateau pour comprendre ce que la Macronie veut faire de nos enfants, Laurence Decoq, tu es historienne de l'éducation, tu es enseignante en lycée, tu es chargée de cours en histoire et en sociologie de l'éducation à l'université, tu es autrice de nombreux livres et notamment École publique et émancipation sociale sur le thème du démantèlement de l'école publique par la Macronie et qui est disponible aux éditions Agone. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Ensuite, Mélissa Pandor-Margoulis, tu es professeure de français au lycée Blaise Cendrars et vous avez participé au mouvement, tu as participé au mouvement de grève dans tout le 93, dans toute la Seine-Saint-Denis, pour dénoncer les conditions de travail et la perte de sens pour les professeurs. Et enfin Mathilde, tu es membre du collectif des parents d'élèves de l'école Paul Cézanne à Ambazac et tu fais partie du collectif de parents d'élèves de la Haute-Vienne qui sont mobilisés contre la fermeture d'une trentaine de classes. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je vais commencer avec toi, Mélissa. Du coup, c'est ce que je disais avant, tu es prof au lycée Blaise Cendrars en Seine-Saint-Denis. Et en fait, tu t'es fait connaître, mais pas que toi, avec des élèves, avec des collègues, parce que vous avez fait une vidéo sur TikTok. Je suis élève à Blaise Cendrars, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. Je suis élève à Blaise Cendrars dans 93, évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans 93, évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi cette vidéo sur le lycée, qu'est-ce que vous avez voulu montrer et comment est partie un peu cette mobilisation? On était à la deuxième semaine de mobilisation au lycée. Dès la première semaine, des élèves avaient rejoint le mouvement. Ça avait commencé donc par une grève le 26 février devant le lycée. Les professeurs avaient fait un piquet de grève et on avait imprimé des tracts à destination des élèves et de leurs familles. Et une fois que les élèves étaient renseignés, un certain nombre d'entre elles nous ont rejoints. Et donc, elles ont commencé à chercher ce qu'elles pouvaient apporter à notre mobilisation. Et à la deuxième semaine de mobilisation, elles ont eu cette idée de faire un TikTok, inspiré par un TikTok du lycée Louis-le-Grand à Paris qu'elles avaient vu, qui montrait en fait les ors de la République au lycée Louis-le-Grand. On est à Louis-le-Grand, bien sûr qu'on a un musée dans notre hall que personne ne regarde jamais. On est à Louis-le-Grand, bien sûr qu'on a une cour d'honneur hyper connue mais que personne n'y va jamais. On est à Louis-le-Grand, bien sûr que les heures de colle ça n'existe pas. Et en fait, en voyant ce TikTok, elles, puisqu'elles ont vécu toute leur vie en Seine-Saint-Denis, elles ne connaissent que ça. Et c'est tout d'un coup qu'elles ont vu ce que d'autres avaient. Donc elles ont voulu faire le même TikTok et elles ont demandé aux professeurs qui étaient mobilisés si on avait envie de participer. Alors qu'est-ce que c'est les ors de la République en Seine-Saint-Denis? Alors les ors de la République en Seine-Saint-Denis, c'est par exemple, elles ont filmé les toilettes des filles et il n'y a pas de plafond. Donc du coup, il n'y a pas de plafonnier non plus et elles font pipi dans le noir. On a un ascenseur qui est censé servir au personnel et aux élèves en situation de handicap, par exemple. Donc cet ascenseur, il est cassé depuis des mois et il n'est pas réparé. Et puis, c'est pas des ors, mais les personnels absents ne sont pas remplacés quasiment jamais, en fait.
D'accord. C'est ce dont moi j'ai témoigné. J'ai 2 enfants et donc les 2 fois où j'étais en congé de maternité, j'ai pas été remplacée tout de suite. La première fois, j'ai été remplacée au bout de 6 mois. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'ai été enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. Tu avais été convoquée après cette vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on t'a dit, mais aussi sur la mobilisation que vous meniez? Vous, qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Donc après la publication du TikTok, en fait, le TikTok a rencontré un succès que les élèves n'espéraient pas du tout. Et donc, c'est arrivé aux yeux de notre hiérarchie. 3 millions de vues. Ouais. Et donc, la semaine suivante, on reçoit une convocation. On en avait déjà été averti en fait, par notre chef d'établissement. Et c'est un conseiller technique du département qui est venu mener l'entretien au lycée Blaise Cendrars. Et donc, il nous a été reproché 2 choses, d'avoir pas respecté le droit à l'image des élèves. Donc là, c'était une défense très facile, en fait, puisque ce sont les élèves qui ont fait la vidéo. Elles nous ont demandé l'autorisation de nous filmer, nous la leur avons accordée, donc il n'y avait pas de question de droit à l'image. Et la deuxième question, c'était la question de devoir de neutralité des fonctionnaires et du devoir de réserve des professeurs en particulier. Donc là-dessus, on a eu 2 arguments. Déjà, on est en grève, on était en grève, donc on a le droit d'exprimer des revendications. Et par ailleurs, le devoir de réserve, il conditionne l'expression d'opinion dans l'exercice de nos fonctions. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit des faits. Moi, j'ai dit, j'étais enceinte, j'ai été absente, je n'ai pas été remplacée. Et donc, ce n'est pas une opinion, c'est vraiment factuel. Et nos revendications, c'est on demande un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, qu'on chiffre à 358 millions d'euros pour l'éducation dans la Seine-Saint-Denis, pour des postes, justement, d'enseignants, mais aussi de personnel non enseignant, de façon à avoir des classes à 20 élèves par classe, on espère, et à être remplacé aussi quand on est absent, absente. Et vous êtes très soutenu en ce moment, vous recevez quand même beaucoup de messages, j'imagine, de soutien. Oui, on est très soutenu déjà par l'ensemble de la communauté éducative. En dehors de Seine-Saint-Denis, en fait, tous les gens qui enseignent savent qu'on enseigne mieux quand on n'a pas trop d'élèves, qu'on enseigne mieux déjà quand on est là, ou que quand on n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre pour prendre nos classes à notre place. Et on est très soutenu par les élèves et leurs parents. En fait, tout le monde sait que l'éducation, c'est important, que là, il s'agit de l'avenir de la jeunesse et que la jeunesse est délaissée. Donc, En parlant justement de parents d'élèves et de nombre d'élèves par classe, Mathilde, toi aussi, tu es actuellement... Tu as été en lutte, mais du coup en Haute-Vienne, donc bien loin de la Seine-Saint-Denis, à Ambazac. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelle était ta mobilisation à toi et les autres parents d'élèves à Ambazac? Alors tout d'abord, pour rappeler un petit peu peut-être le contexte sur Ambazac, donc comme 40 autres communes dans le département, on était sur liste pour une éventuelle fermeture de classe, donc c'était sur l'école Paul Cézanne, une de nos écoles primaires. Afin de montrer qu'on était en désaccord avec cette fermeture de classe, on a donc organisé une mobilisation. Notre action principale a été le jour de la rentrée, le 4 mars, d'organiser une rentrée un petit peu particulière pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé en fait des moutons dans la cour de l'école. Et ce qui était surtout très important sur cette action-là, c'était de montrer qu'on était tous ensemble derrière un même message. Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'une classe ferme, oui, mais que le moyen, l'enseignant reste. Et nous, le projet qu'on a à Ambazac, c'est qu'il y aura cette fermeture de classe, mais on aimerait à la place pouvoir ouvrir un dispositif Ulysse. Et c'est pour ça que je vous présente officiellement notre petite mascotte Ulysse. C'est une peluche qui a été utilisée en fait par les enseignants de l'école maternelle. Donc les enfants la connaissent très bien. On va la reprendre avec nous, c'est sa première sortie officielle, il est encore un petit peu timide. Mais voilà, il va nous accompagner tout au long des prochains mois, parce que même si les fermetures sont actées, nous on se mobilise déjà pour la rentrée prochaine, parce que c'est sûrement les classes d'après qui vont être menacées de fermeture sur notre commune. Et tant qu'on n'aura pas obtenu ce dispositif Ulysse, Ulysse viendra faire le chemin jusqu'à Paris pour nous aider à porter notre message. On a là quelque chose, à la fois les cas sont similaires et en même temps un peu différents. Dans un premier cas, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis, elle est emblématique du mépris social entretenu par les autorités sur certaines catégories d'élèves. Je ne savais pas, moi, que cette vidéo était inspirée de Louis le Grand. Je suis ravie, je trouve que c'est une information vraiment très, très importante. Ça veut dire que c'est la conscientisation par les élèves eux-mêmes et elles-mêmes de leur situation de mépris. Et donc, c'est une revendication de dignité, cette vidéo. Voilà, c'est-à-dire que c'est une manière de dire nous méritons autant d'attention
que les élèves parisiens. Et de fait, alors moi j'ai travaillé 16 ans en quartier populaire, hein, c'était dans le 92 à Nanterre, et puis maintenant je suis à Paris. De fait, je ne vois à Paris ce genre de situation, c'est impossible. On ne peut pas rester plusieurs mois d'affilée avec un ascenseur en panne. Un ascenseur en panne, pour faire le lien avec les élèves en situation de handicap, ça veut dire des élèves en situation de handicap qui ne peuvent pas rejoindre des classes. C'est un scandale. Moi, je me souviens d'avoir enseigné dans des salles où il pleuvait parce qu'on était dans des préfabriqués. Un jour, on avait fait une photo avec mes élèves, on avait tous pris un parapluie. Et nous, on s'est habitués à ça. On colmate les trous, on met des serviettes parce qu'on n'a pas de rideau. C'est ça, concrètement, les situations d'enseignement en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est assez emblématique de ça, de ce mépris social. Et puis, ce que tu décris, toi, c'est emblématique d'une situation beaucoup plus globale qui est qu'on essaie de réformer l'école à moyens constants. Donc en fait, la seule boussole, c'est la rationalisation budgétaire, au point que dès qu'il y a un petit changement démographique, on ferme une classe. Il faut inverser la boussole. S'il y a une baisse d'effectifs, alors on dit « chouette !» Ça veut dire que les classes vont être moins chargées. En fait, c'est ça qu'il faut porter politiquement. Parce que ce n'est pas une question démographique, c'est une question budgétaire, en fait. Mais bien sûr, voilà. Et là aussi, c'est une question budgétaire. Qui est responsable de la réparation des établissements scolaires, des lycées en Seine-Saint-Denis? La région Île-de-France, celle qui subventionne le lycée Stanislas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils font un choix à un moment donné. D'un côté, tu as l'éducation nationale qui fait sur le pédagogique, qui du coup ferme des classes, réduit des heures, et en même temps, de l'autre côté, tu as les régions du coup, qui font des choix de financer le centre de Paris plutôt que Seine-Saint-Denis. Par exemple, la semaine dernière, Valérie Pécresse a signé un chèque pour le privé d'un montant supérieur aux 358 millions que nous, on demande pour la Seine-Saint-Denis. Et là, on parle de l'enseignement privé, donc ce sont vraiment des choix politiques qui sont faits au détriment des élèves et de la mission de service public. Oui, je peux dire un mot. Ça te rappelle un peu tes mobilisations à toi ? Ouais, justement, nous, ce qui avait vraiment fonctionné, c'est le fait qu'on arrive à tirer dans le même sens avec les parents d'élèves. Et notamment, moi j'étais instit donc à Chelles, dans un quartier populaire où il y a le monde entier, j'avais le monde entier dans ma classe. Il se trouve que les parents d'élèves mobilisés avec nous avaient traduit le tract en 12 langues pour être sûr que tout le monde comprenne et participe à la mobilisation. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous aussi, on avait une mascotte et c'était très important, c'était les sardines, parce qu'on avait fait une boîte de sardines. Voilà, parce que moi j'animais les manifs avec cette chanson « Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette classe comme des sardines », voilà. Et toi, Laurence, du coup, c'est quoi justement le regard que tu portes? Ça fait longtemps que tu bosses sur le sujet, que tu vois des mobilisations. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui peut monter, que justement l'alliance entre les parents, entre les professeurs, quelque chose qui se dessine? Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose d'assez positif là-dedans qui fait que ça peut peut-être... Oui, oui, toutes les forces sont favorables là. Les planètes sont alignées. En réalité, le 93, ça, dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines, c'est vraiment un laboratoire. C'est-à-dire que c'est très intéressant quand il y a une mobilisation qui naît dans le 93 et qui prend, comme c'est le cas actuellement. La dernière fois, c'était en 98. Une mobilisation qui, je le rappelle, a été victorieuse, hein, puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est demandé en 98 ? Pareil, en 98, c'était Claude Allègre, et Claude Allègre avait annoncé un grand plan de rattrapage pour la Seine-Saint-Denis. Il avait annoncé 53 professeurs en plus. Et là, les profs de Seine-Saint-Denis ont dit c'est bon, vous allez peut-être arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et donc, ils se sont mobilisés. Pareil, ils ont mobilisé les parents, les élèves, mais surtout cette coordination de différents acteurs et actrices de la société. Voilà. Et donc, une espèce comme ça de congruence, de convergence, voilà, qui a fait que ça a été victorieux. Allègre a été obligé de reculer, pardon. Il a essayé de refuser, c'est pour ça que je confonds les deux mots, parce qu'il a même accusé les profs d'être manipulés par l'extrême droite. Donc, il a tout tenté. Et puis, au bout d'un moment, bon, il leur a donné ce qu'il voulait. Donc, plus de classements en éducation prioritaire, et puis des milliers de profs, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas par rapport aux 53 de départ, voilà. Donc ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, c'est toujours très intéressant. Ailleurs, de façon plus ponctuelle, il y a aussi des mobilisations très fortes qui s'organisent. Par exemple, dans le 19e arrondissement, là, et d'ailleurs dans tout le nord-est de Paris, les écoles et les collèges sont en train de se fédérer
Parce qu'on a la question des fermetures de classes dans les écoles, on a aussi une réforme qui touche le collège, qui est particulièrement délétère, en particulier avec la mise en place des groupes de niveau. Et cette question des groupes de niveau, elle fait se rencontrer les collèges et les écoles primaires. Donc on a pareil des parents qui commencent à bosser avec des profs. Il y a la Haute-Vienne dont tu parlais, il y a, dans le 44, ça bouge beaucoup, vers Nantes. Et donc on a comme ça plein d'échos un peu partout. Donc, au bout d'un moment, à force de multiplier les étincelles, on peut créer un incendie. Hein. Et si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Laurence, cette réforme du choc des savoirs, elle met aussi en contact les professeurs du collège et du lycée, ce qui, en fait, est relativement rare aussi, parce que les groupes de niveau en 6e et en 5e vont être prolongés en 4e et en 3e, et par aussi l'ouverture... Les groupes de niveau, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est? Oui, donc l'idée, c'est de tester les élèves cette année en CM2 et à partir de l'année prochaine en 6e, pour évaluer leur niveau en mathématiques et en français, et ensuite de les répartir dans des groupes de niveau homogène. Donc avec un groupe d'élèves très faibles, par exemple en maths, un groupe d'élèves moyens faibles, un groupe d'élèves moyens bons et un groupe d'élèves plutôt forts. Est-ce que ça va à l'encontre? On dit souvent si tu veux des élèves moins bons avec des élèves ça va absolument à l'encontre de tous les acquis de la sociologie de l'éducation et de la didactique. Il a été prouvé, mais depuis 40 ans déjà, que ce qui fonctionne le mieux pour les élèves, c'est l'hétérogénéité à l'intérieur de la classe et à l'intérieur de l'établissement. Donc ça veut dire des classes avec des très bons élèves et des élèves très faibles, et ça veut dire des établissements qui respectent une carte scolaire stricte pour avoir des élèves de milieux favorisés et des élèves de milieux moins favorisés qui se rencontrent à l'intérieur de l'école. Et ça, c'est en recul, les 2 points sont en recul depuis un petit paquet d'années maintenant. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est assumé, en fait, de dire, maintenant, dans la loi, on va dire qu'on met tous les élèves en grande difficulté ensemble et tous les élèves très bons ensemble. Du coup, d'un côté, on se retrouve avec des groupes de niveau où les élèves en difficulté vont être en fait, de plus en plus en difficulté. C'est même Emmanuel Macron qui croyait au système de la cordée, c'est-à-dire que les meilleurs allaient tirer les plus en difficulté, mais là, en fait, on laisse même plus de chance à ceux qui sont les plus en difficulté. Et de l'autre côté, dans les classes, dans les écoles primaires, avec de plus en plus d'élèves par classe, avec les fermetures de classe. Et il y en a qui disent que du coup ça va poser un sujet parce que plus tu as d'élèves, plus c'est difficile de faire cours. Mais en même temps, ce n'est pas l'avis de tout le monde, parce qu'il y avait Amélie Oudéa-Castéra qui a été ministre de l'Éducation nationale pendant un temps relativement court, mais qui a quand même permis son combat acharné, a mis en lumière à quel point le privé était favorisé en France. Elle avait dit, Amélie Oudéa-Castéra, que... Si le nombre d'enfants est trop réduit pour une classe donnée, c'est toute l'émulation qui est remise en cause et la capacité de progression de nos enfants. Sous-entendu, plus il y a d'élèves, plus ça foisonne dans tous les sens des savoirs. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Est-ce que tu penses que du coup, plus il y a d'élèves, mieux c'est? Ou alors est-ce que dans la bataille que vous menez, c'est justement pour avoir un enseignement un peu plus de proximité? J'avoue que la question est un peu orientée légèrement. C'est tout le sens de notre combat. Non, moi je repensais à une de mes filles quand elle est rentrée en petite section et c'était 31 par classe. Enfin, je ne comprends pas. En effet, il va y avoir de l'émulsion, ça c'est sûr. Il suffisait d'accompagner une sortie ou d'être présente dans la classe pour ne serait-ce qu'entendre le niveau sonore qui était totalement incroyable. Je ne comprends pas qu'on puisse tenir ce genre de propos. Je pense qu'il faut vraiment se rendre dans les classes, il faut aller passer une journée avec les enseignants, avec les élèves et voir ce qui se passe. Les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas les enfants d'hier. On a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés. On ne peut pas les lancer comme ça dans une classe à plus de 25 élèves et espérer que comme ça, tout le monde va correctement suivre le cours et tout le monde va brillamment réussir son année. C'est vraiment pas possible. Toi, tu trouves, Maxime, justement, il y a un point qui est important, c'est peut-être que les ministres peuvent être un peu des fois déconnectés des sujets, quoi. Est-ce que toi, tu trouves que, toi qui es à l'Assemblée, est-ce que tu trouves que les ministres ne sont pas à la hauteur Oui, non, mais tout à l'heure, on évoquait la question que j'avais posée à Pape Ndiaye. J'avais d'ailleurs publié la réponse et ça choquait les anciens collègues enseignants de voir à quel point, finalement, ils ne maîtrisaient pas le sujet, ils ne comprenaient pas ce qui se passait concrètement dans les classes. Amélie Oudéa-Castéra, bon, c'était le summum. Mais moi, je rejoins sur l'histoire des effectifs. Pour avoir été enseignant, j'ai eu beaucoup d'élèves de CE2, parfois j'ai eu jusqu'à 28 élèves, avec des fois dans le quartier où je travaillais, des élèves qui arrivaient en début de CE2 qui ne savaient pas lire. Donc je parle même pas. Alors on a aussi de plus en plus d'élèves en situation de handicap sans les AESH, c'est-à-dire les auxiliaires, bien souvent des femmes payées au lance-pierre et pas formées pour les accompagner. Les AESH, c'est celles qui accompagnent du coup, les élèves qui sont en situation de handicap. La question du nombre d'élèves par classe, c'est pas une petite question. La moyenne en Europe, je crois, c'est 19 élèves par classe. Nous, on est très, très au-dessus. Et puis, à la fin, il faut arrêter de raisonner en moyenne. Moi, c'est aussi là-dessus que je me battais. C'est-à-dire que quand vous avez un recteur qui dit « Oui, mais vous êtes à 25
25 élèves par classe en moyenne dans l'école. Oui, mais ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que peut-être que les CP, ils sont à 22, mais à côté, les CM2, ils sont à 30, parce qu'on considère qu'en CM2, tu es assez autonome, et puis que tu vas entendre une fois, et puis ça va rouler, quoi. Nos ministres de l'Éducation nationale sont-ils compétents? Quelqu'un comme Jean-Michel Blanquer, par exemple, est un très fin connaisseur du système éducatif. Jean-Michel Blanquer est arrivé au poste de ministre de l'Éducation nationale avec un programme qu'il avait publié. Il a publié un livre qui s'appelle « L'école de demain », dans lequel il y avait tout son programme. Il l'a appliqué à la lettre. Et ça dessine un projet éducatif, ça dessine un projet politique éducatif qui est exactement l'inverse de ce qu'on peut défendre, mais qui est un projet. Alors pour le résumer très rapidement, une école dans laquelle l'organisation du système scolaire est totalement indifférenciée entre le public et le privé. Donc, lorsque le public dysfonctionne, les gens vont vers le privé. Enfin, c'est normal, ça va de soi, quoi. C'est la libre entreprise, c'est la concurrence qui produit de l'émulation. Voilà. Donc, pas de privilège donné à l'école publique, ça c'est le premier point. Deuxièmement, une école que l'on peut qualifier de tri social, c'est-à-dire que l'école du tri social, c'est une école qui assigne aux enfants, en fonction de leurs origines sociales, culturelles, géographiques, etc., une place qui leur serait destinée dans la société. Voilà. Rien n'est fait pour, on va dire, pouvoir espérer autre chose que... Rien n'est fait pour qu'ils puissent, eux, se dire « je mérite mieux ». C'est ça l'école de Blanquer. Voilà. Blanquer est quelqu'un qui est passionné par ce qu'on appelle les sciences cognitives, ce qui n'est pas inintéressant en soi, notamment d'ailleurs les neurosciences. Donc c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir une réponse à la question qui nous anime tous ici, c'est-à-dire comment un enfant apprend. Il a fait plein d'enquêtes scientifiques, machin, il est persuadé d'avoir la réponse. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on sait comment un enfant apprend, on s'en fout d'où ils viennent. Et surtout, on s'en fout de combien ils sont dans les classes. Puisqu'on a des dispositifs bien rodés. Donc il suffit de balancer des valises, des kits pédagogiques aux profs en disant voilà comment il faut faire. Voilà. Donc on rend les profs corvéables, merci. Moyennant quoi, on n'a même plus besoin qu'ils passent des concours. On les recrute en speed dating. Voilà. Donc en fait tout se répond. Voilà. Donc c'est une école qui est faite pour les gens qui en maîtrisent complètement les rouages, donc pour les bourgeois, on va appeler un chat, voilà, et qui est faite pour se débarrasser des enfants qui sont les plus en difficulté, tout en laissant penser aux enfants eux-mêmes et à leur famille que c'est normal. Juste rapidement là-dessus, il y a vraiment une perte du sens du métier, en plus du fait que quand on est prof, on est mal payé, on est mal considéré, mais en plus on a vraiment l'impression qu'on n'est plus une espèce d'artisan de la pédagogie, on est là, il a suffi de traverser la rue, on a fait un speed dating et il y a quelqu'un qui nous a dit vous allez suivre le protocole et puis à la fin, les bons vous allez remplir en fin de CM2 la fameuse feuille A3 qui va permettre ensuite en 6e de faire le groupe des nuls, le groupe des bons, le groupe des moyens, quoi. Et cette perte du sens, je pense qu'elle pèse vraiment sur le moral de la profession. Merci beaucoup Maxime. On va retrouver, on va vous montrer une petite vidéo. On a Sacha qui est un des militants de Picardie Debout qui est parti en manifestation dans la Seine-Saint-Denis dans le 93, qui allait interroger les manifestants et qui leur a demandé si vous étiez ministre, qu'est-ce que vous feriez vous pour les enfants, pour les profs, pour l'école et pour l'enseignement en général. Et on va juste vous montrer cette petite vidéo. Je pense que déjà il y a beaucoup de problèmes de bâti scolaire. C'est-à-dire on n'est pas du tout prêt pour les canicules. Il y a des problèmes de température trop froide ou trop chaude dans l'année. C'est des situations qui ne sont pas normales et on voudrait avoir des moyens. Plus d'enseignants face aux élèves. Il faut qu'il y ait moins d'élèves dans les classes et que justement il n'y ait pas besoin de penser à faire des groupes de niveau qui me paraissent juste une aberration, mais tout simplement moins d'élèves dans les classes pour qu'on puisse les aider et travailler ensemble. Je pense qu'il y a le bâti sur les établissements du collège, des lycées, sur toute la France et pas seulement sur la Seine-Saint-Denis. Même à Paris, ils n'osent pas le dire, mais les établissements sont souvent en ruine. Déjà dans le collège de notre fils, il n'y a pas de toilettes, les toilettes sont cassées. Ils ne peuvent pas aller aux toilettes comme ils veulent. En hiver, ils ont dû faire grève les profs parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Il y avait 12 degrés dans les salles. Et aussi, bien sûr, sur la formation des nouveaux professeurs, des meilleurs salaires pour les attirer plus et éviter qu'ils disparaissent. Par contre, les uniformes et le SNU, ça, on laisse tomber. Ça peut coûter des sommes faramineuses. Et ça veut juste dire que les gosses, c'est le problème de la société, quoi. Ils ne sont pas disciplinés, on va les rééduquer.
Mais non, c'est pas le problème. Moi, j'ai pas peur de mes gosses. Moi, j'ai peur pour eux. C'est pas pareil. Merci beaucoup Sacha pour toutes ces interviews et ce micro-trottoir. Mélissa, Yann, il dit le problème, c'est pas nos enfants, parce qu'il n'a pas peur de ses enfants, mais il a peur pour eux. Toi, du coup, si tu étais ministre... Je souscris absolument à ce que dit Yann. C'est vrai que nous, nos élèves, ils souffrent d'une criminalisation globale. Moi, j'ai tout un programme. Je vous propose des établissements à taille humaine, déjà, en bon état, avec du personnel qualifié, comme tu disais, et en nombre suffisant. Je propose de maintenir à tout prix le principe d'hétérogénéité dans les classes donc, ça veut dire que et dans les établissements. Voilà, comme je disais, donc très simplement, non au groupe de niveau et oui à la carte scolaire. Et je refuse aussi la focalisation sur les savoirs fondamentaux. On nous parle de lire, écrire, compter tout le temps. Ok, mais pas seulement. Enfin, moi, je suis prof, je suis aussi mère. Je veux pour mes enfants qu'ils apprennent autre chose que ça. Je veux une école émancipatrice qui laisse la place à la réflexion et aussi à la création. Comme tu disais, on est dans une logique comptable et en fait, on perd le sens de ce qui donne de l'intérêt à une vie. On se focalise seulement sur la production de valeur. Et toi, Laurence, si c'était toi qui déjà, moi, je prends Mélissa avec moi. Au ministère, le programme est fait, voilà. Non, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est on a une situation d'urgence. Et la situation d'urgence, on la règle avec de l'argent. C'est matériel. Il faut arrêter de penser qu'on peut réformer l'école à moyens constants, uniquement avec des grilles Excel. Surtout que moyen constant, c'est faux. Parce qu'en fait, ça veut dire avec le même argent, mais en fait, vu que tu as l'inflation et que tout augmente, ça existe. Donc on arrête le truc des vases communicants, etc. C'est un immense plan Marshall dont on a besoin. Et pour ça, il faut mener une bataille de l'opinion pour que la question de l'école soit vraiment au cœur des préoccupations politiques. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est la situation urgente. Et on a bien vu, la question du bâti scolaire, elle fait partie des urgences. Après, il y a une deuxième chose. Sur l'école, on décélère. Comme dirait un célèbre journal, on s'arrête et on réfléchit. Donc, on décélère et on va écouter les gens. On ne prend pas des décisions hâtives. Les gens, les professeurs du secondaire, du premier degré, les parents, tout un tas d'acteurs qui sont impliqués dans la vie éducative, ils ont une expertise, ils ont des choses à dire. Si j'étais ministre, je serais très honnête avec les gens, je leur dirais... j'ai beaucoup de choses j'ai un pouls à prendre, voilà. On va le faire ensemble, faites-moi confiance, je n'ai pas les réponses pour l'instant à tout. En revanche, j'ai une boussole. Ma boussole, c'est que les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, géographiques, etc., peuvent accomplir la trajectoire scolaire de leur choix. Ça, c'est ma boussole. Je la règle à nouveau, voilà. Donc toutes les conneries d'avant qui empêchent ça, en revanche, ça, c'est terminé. Maxime, toi du coup, justement, toi qui es parlementaire, et même si tu devenais ministre, qu'est-ce que tu ferais du coup pour l'école? J'ai aussi une question, parce que tout ça, j'imagine que ça peut coûter aussi un peu d'argent. Mais hier, on a eu Bruno Le Maire en question au gouvernement qui a répondu une dizaine de fois qu'il avait beaucoup d'argent à trouver, 10 milliards d'euros, et qu'il saluait d'ailleurs le courage de réformer. Est-ce que toi, du coup, comment tu fais? Est-ce que tu serais aussi courageux que Bruno Le Maire, ou est-ce que tu trouves l'argent? Alors, je pense que je serais peut-être un peu plus courageux que Bruno Le Maire, c'est-à-dire j'irais prendre l'argent là où il est, c'est dans les poches des ultra-riches, dans les super dividendes, dans les super profits. Au CAC 40, l'année dernière, je crois que c'est 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été reversés, mais évidemment, je n'ai pas les mêmes amis que Bruno Le Maire, donc moi, je ne me fâcherai pas avec mes amis à cette occasion. Et trois mesures que j'ai choisi de garder, qui étaient dans le programme de la NUPES sur lequel j'ai été élu il y a bientôt maintenant 2 ans, c'est 160 000 enseignants supplémentaires, précisément pour essayer d'arriver à cette moyenne de 19 élèves par classe dont je parlais tout à l'heure. Deuxièmement, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, dégeler le point d'indice et augmenter de 15% les salaires des enseignants, les traitements. Et le troisième élément dont on n'a pas encore parlé, c'est le rétablissement des RASED. C'était des instituts qui sont de moins en moins nombreux, qui existent de moins en moins, spécialisés sur la difficulté scolaire. Et ces moyens qui ont disparu, c'est vraiment des moyens humains de personnel formés qui ont disparu, et on aurait besoin de rétablir ça, quoi. Peut-être, Mélissa, c'est quoi la suite là pour vous, pour le collectif? Pour nous, la suite, c'est la massification
de la mobilisation. Donc là, avec justement la promulgation de la réforme du choc des savoirs qui a été faite bien discrètement par décret pendant un week-end, on a envie que l'ensemble des communautés éducatives de France rentrent dans la bataille. Nous, on milite pour un plan d'urgence dans le 93, mais on milite aussi contre la réforme du choc des savoirs. En fait, il y a une convergence, comme tu disais, d'intérêts. Déjà le choc. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas de ça ni pour mes enfants ni pour mes élèves. J'ai pas envie qu'on les choque à l'école. Qu'est-ce que c'est que ce titre? On est conscient de ce dont on a besoin et on sait que ce n'est pas de ça. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un réseau où on peut vous retrouver? Alors nous, c'est plutôt Instagram et TikTok. Du coup, Instagram et TikTok. Il y a beaucoup de lycées, d'établissements qui font leur propre Instagram. Et puis, donc, il y a le TikTok du lycée Blaise Cendrars qui est très actif, que je vous recommande d'aller consulter. Mathilde, toi, c'est quoi la suite là, pour Ambazac et pour la Haute-Vienne? Donc pour Ambazac, nous en fait on est vraiment juste au début de notre mobilisation, on n'est absolument pas fatigués, donc on continue. Donc là je vous ai présenté Ulysse officiellement et qui va continuer ses petites actions sur la commune. On a prévu de lancer une pétition, on veut vraiment être prêt dès septembre, dès que les budgets vont être votés en fait, parce que finalement on se met parfois en marche un petit peu tard et c'est compliqué d'obtenir des choses. On espère pouvoir occuper le rectorat avec ou sans mouton cette fois-ci, pour continuer à montrer qu'on n'est pas content et on a des actions coup de poing en réserve qu'on espère vraiment réussir à mettre en place. Et si je peux juste rebondir justement là en Seine-Saint-Denis, il y a une opération établissement désert qui est menée par plusieurs collectifs de parents. Il y a eu une journée départementale établissement désert, mais ça c'est enrageant pour notre hiérarchie, pour les gens qui nous payent à ne rien faire. Un système de garde pour les enfants, pour pas qu'ils aillent à l'école. Voilà, les parents se préparent. Voilà. Se préparent pour faire garder leurs enfants, pour faire de la garde partagée, ce genre de choses, et ne pas mettre les enfants à l'école de toute la journée, parfois plusieurs fois dans la même semaine. C'est exactement ce que je voulais dire. Moi, ce qui avait le mieux fonctionné à l'époque de Chelles en colère, parce qu'évidemment, on perd des journées de salaire à chaque fois qu'on est en grève. Et en fait, les enseignants avaient... Alors, ça s'appelait école morte. On a eu des taux d'absence jusqu'à 80-85%. Et c'est vraiment le truc qui fait bouger la hiérarchie, parce qu'en fait, les soldats de l'éducation nationale, les enseignants, la hiérarchie s'en fiche un petit peu, en fait, au bout d'un moment. Donc, mais par contre, quand c'est les parents d'élèves, on a l'impression qu'il n'y a que les parents d'élèves qui votent et que les enseignants ne sont pas des électeurs. Mais le pouvoir politique, il a plus peur des parents d'élèves. Donc, quand il peut y avoir une fois sur deux, c'est les enseignants en grève, et une fois sur deux, c'est les parents qui empêchent en fait la tenue de la journée d'école, ouais, ça fonctionne mieux. Laurence, en mot de la fin, qu'est-ce que tu demandes aux gens de faire pour rejoindre les mobilisations, aux parents de se mobiliser Alors là, mais ça a déjà été dit, moi je suis 1000 fois d'accord avec ça. Des opérations collège désert, il y en a aussi dans le nord-est parisien, donc ça évidemment il faut soutenir. À plus long terme, j'aimerais bien qu'on se mette autour d'une table et qu'on construise un vrai projet pour l'école publique. Dans une perspective de conquête du pouvoir, c'est surtout ça qui m'intéresse. L'objectif aujourd'hui, c'était de mettre une première pierre pour faire mieux justement, et c'est peut-être le début de ce travail-là sur l'école publique. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette émission. Vous l'avez compris, on ne réussira pas si tout le monde ne se mobilise pas. Donc si vous êtes commerçants, élus, parents, enseignants, retraités, tout ce que vous voulez, élèves aussi si vous regardez, il faut vous mobiliser, il faut aller aider celles et ceux qui se mobilisent. Les victoires en fait elles vont arriver très très vite, mais c'est seulement vous qui pouvez les dessiner. Merci beaucoup tout le monde, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur ceux de Picardie Debout, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Et puis à bientôt tout le monde, merci Simon, merci Dove, merci Nino, merci Robin, merci Maxime et merci à toutes celles et ceux qui ont organisé cette émission.